promotion scientifique. J'aurai l'occasion d'y revenir dans la présentation de notre offre de soutien à la recherche. C'est, disons, tout ce qui va s'occuper du soutien à la recherche en dehors des appels à projets. Donc, c'est une action qu'on a développée ces dernières années. Et puis aussi, je m'occupe de l'évaluation. Donc, si certains d'entre vous sont soutenus par la Fondation ARC, vous aurez peut-être l'occasion d'avoir un email de ma part pour vous demander un rapport scientifique à la fin d'une demande de financement. Voilà. Donc, quelques mots pour présenter la Fondation Arc. Donc, la Fondation Arc existe depuis 1962. Elle était plus connue sous le nom d'ARC, Association pour la recherche sur le cerf. On est devenu une fondation en 2012, ce qui a induit certaines modifications dans notre fonctionnement. Donc aujourd'hui, la fondation est dirigée par Michel Pebron, qui est son président depuis 2 ans maintenant, accompagné de Jacques Reynaud, qui est le président d'honneur de la Fondation Arc, qui a été président pendant une dizaine d'années précédemment, accompagné donc par une équipe de salariés, qui est dirigée par François Dupré, notre nouveau directeur général, qui est arrivé il y a un peu moins d'1 an. Et donc pour la partie scientifique, directeur scientifique, Franck Dufour, donc qui dirige une équipe d'une dizaine de personnes au sein de la direction scientifique qui s'occupe de notre offre à destination de la communauté scientifique et médicale. Euh, voilà. Donc, pour cette mission de soutien à la recherche, on s'appuie sur des instances scientifiques bénévoles. Donc, au premier lieu, le conseil scientifique, donc qui est dirigé par Eric Solari, Gustave Roussy et Naomi Taylor de Montpellier, avec donc le conseil scientifique composé des présidents des commissions nationales, donc je vous en parlerai un mot après, et d'un certain nombre d'autres membres dont Philippe Cassé du Centre Léon Bérard, qui est le représentant de la région Auvergne-Rhône-Alpes au sein de notre conseil scientifique. Pour les commissions nationales, donc pour la plupart de nos appels à projets dits non thématiques ou libres de thème, dont je vous parlerai après, l'expertise passe par l'intermédiaire de commissions nationales thématiques, commissions thématiques nationales, donc il y en a 5, qui vont expertiser des dossiers en fonction des thématiques de ces projets. Donc il y a 5 commissions. Une première commission autour de l'immunologie, l'immunité et l'hématologie, prévue par Daniel Olive, lycée Lionel à Marseille. La deuxième commission, c'est autour des projets de génétique, dirigée par Michel Desbaptistes de Gustave Roussy. La troisième commission, c'est les problématiques de biologie cellulaire, invasion cellulaire, dirigée par Lionel Larue de l'Institut Curie à Orsay. La quatrième commission, ça va être, on se rapproche du clinique, donc c'est des problématiques de signalisation, de cycle thérapeutique, de pharmacologie. Elle est dirigée par Sophie Tartar-Decker du Centre méditerranéen de médecine moléculaire à Nice. Et enfin, la dernière commission, qui est la commission la plus proche de la clinique, de recherche clinique, de SHS, d'épidémiologie, qui est dirigée par Christophe Le Tourneau de l'Institut Curie de Paris. Donc, l'ensemble de ces commissions nationales se réunissent 2 fois par an pour expertiser l'ensemble des dossiers qu'on reçoit. On groupe à peu près une centaine de membres, il y a à peu près 20 membres par commission, et il y a dans chacune de ces commissions des représentants du cancéropole. Donc, ces commissions ont été renouvelées en fin d'année dernière. Aujourd'hui, elles comptent 10 membres du cancéropole Clara. Euh, donc, pour poser un peu le paysage de notre soutien à la recherche, quelques chiffres sur l'année 2016. Donc en 2016, la Fondation Arc a accordé un peu plus de 31 millions d'euros au soutien à la recherche. Donc on peut les décomposer en 3 grandes missions. Il y a donc la première partie du camembert, c'est ce qu'on va appeler la structuration des équipes et des projets de recherche. Donc ça passe par des appels à projets libres de thème, que ce soit sur des soutiens à des équipes, à des projets ou à des équipes. C'est principalement ce qu'on entend par là, c'est les aides individuelles, donc le soutien aux jeunes chercheurs du master jusqu'au post-doctorat. Le deuxième bloc, ce qu'on appelle la recherche de transfert et l'innovation. Donc là, notre idée, depuis 2012, depuis notre passage en fondation, ça a été de petit à petit augmenter notre soutien vers cette recherche translationnelle et cette recherche clinique, notamment en nouant un certain nombre de partenariats. J'aurai l'occasion d'en revenir plus tard. Et donc aujourd'hui, ça représente à peu près, à peu près un tiers de nos financements. Donc on conserve une part importante de soutien aux équipes, aux projets, principalement sur de la recherche fondamentale, et aussi en allant en accompagnant de plus en plus la recherche translationnelle et clinique.
Et enfin, le troisième pôle, c'est ce qu'on appelle voilà, l'animation et l'évaluation scientifique. Et là aussi, j'y reviendrai, c'est ce que je disais en introduction, c'est d'autres manières de soutenir la recherche que par spécifiquement des soutiens à des projets de recherche. Donc, un peu plus en détail. Donc, si on regarde le premier pôle, donc la structuration des projets et des équipes, on va avoir donc, certains centres, certaines appellations que vous connaissez peut-être, donc les programmes labellisés, je reviendrai après plus tard, des programmes labellisés, des projets, donc ça c'est des soutiens à des projets dans des équipes, soit mono ou multi-équipes. Ensuite, différentes aides aux jeunes chercheurs, donc du master au postdoctorat, voire des séjours à l'étranger. Et enfin, deux modalités en partenariat avec l'INSERM qui sont les actifs à venir et postes d'accueil, pour lesquels la Fondation ARC participe à ces appels à projets et vient financer certains lauréats de ces appels à projets. Ensuite, donc, sur le deuxième bloc, sur la recherche translationnelle et clinique, donc là, on a certains appels à projets propres à la Fondation, comme le cancer, j'y reviendrai plus tard. Certains appels à projets qu'on a lancés en partenariat, notamment avec l'INCA, comme l'appel à projet sur la prévention tertiaire, et ensuite des actions spécifiques sur des soutiens, des projets de recherche qui ont été édifiés par la Fondation ARC et par son conseil scientifique. Donc une action depuis 2015 dans le domaine de l'oncopédiatrie, une action un peu plus ancienne sur la médecine de précision, donc le soutien à des essais cliniques de médecine de précision. Et enfin, certains partenariats, notamment avec l'IHU, donc l'Institut hospitalier universitaire de Strasbourg, dont la Fondation ARC est membre fondateur depuis 2012. Et donc, dans le cadre de ce partenariat, la Fondation est amenée chaque année à soutenir des projets qui sont développés dans cet institut. On parle d'autres actions, donc, le partenariat Transcan, qui est un réseau européen de recherche, et enfin l'appel à projet qui a été lancé par l'INCA sur la priorité cancer tabac. Et enfin, donc sur le dernier bloc, donc ce qui était animation et évaluation, la Fondation ARC soutient des manifestations scientifiques, on organise également, remet un certain nombre de prix scientifiques, soutient des réseaux, je vous en parlerai plus tard, et enfin une mission d'animation, d'expertise, notamment par l'organisation de certaines manifestations scientifiques organisées par la Fondation. Voilà, donc ça c'était pour vous dresser un panorama large de notre temps, on y reviendra après. Pour vous donner une idée des masses, alors pas financières, mais le nombre de projets qui sont expertisés chaque année. Donc là j'ai repris quelques appels à projets. Donc sur les aides individuelles, donc là ça va réunir tout le soutien aux jeunes chercheurs, master, doctorat, post-doctorat, séjour à l'étranger. En 2016, on a reçu à peu près 600 dossiers, 600 dossiers qui ont été expertisés. On en a retenu 130. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près un projet sur 5 qui est financé. Ça peut être différent en fonction des appels à projets. Les fins de thèse, le taux de satisfaction est un peu plus élevé. Les post-doc, le taux de satisfaction est un peu plus faible. Et voilà, en moyenne, pour les aides individuelles, c'est un projet sur 5 qui est retenu. Donc l'appel à projet Fondation Arc. Alors là, l'année dernière, on a eu une explosion du nombre de demandes. On a eu plus 30% de demandes. Donc là, on a eu quasiment 500 demandes. On en a retenu 110. Donc là, on a un taux de satisfaction de 23%. Les années précédentes, c'est vrai qu'il était plus élevé. Et là, malheureusement, voilà, notre budget ne nous a pas permis de suivre totalement l'augmentation des demandes. Donc on est sur un taux de satisfaction autour de normalement 1 sur 4 à peu près. Un autre appel à projet, lui, qui est beaucoup plus sélectif, c'est l'appel à projet sur les programmes labellisés. C'est en 2 étapes, j'y reviendrai plus tard. Donc là, l'année dernière, on a reçu 133 dossiers. Là aussi, c'était en forte augmentation. Et on en a retenu 17, ce qui fait qu'on finance à peu près un projet sur 8, un peu plus d'un sur 10. Et enfin, donc, sur une action thématique qui était l'appel à projet sur la prévention tertiaire. Donc là, c'est des appels à projet beaucoup plus ciblés, donc forcément, on reçoit un nombre de dossiers plus restreint. On en a reçu 17, on a pu en financer 5, ce qui fait qu'on a un taux de satisfaction autour de 30%. Donc on essaie de rester à peu près dans cette fourchette-là, c'est-à-dire pas descendre en dessous de 10% de satisfaction, parce que sinon, on est conscient qu'il y a énormément de très bons projets qui sont partenus, et d'avoir un niveau d'exigence qui fait qu'on est jusqu'à un taux de satisfaction d'à peu près 30%. Donc ça, c'était les chiffres nationaux. On positionnait sur le cancer oncocrine. Vous êtes adapté dans le domaine. Donc sur les aides individuelles, on a un taux de satisfaction qui est quasiment la moyenne. Alors l'année dernière, vous aviez très bien performé quand vous avez ici sur les programmes labellisés, parce que sur les 15 programmes soumis, il y en a 4 qui ont été retenus, donc là c'était à peu près 1 sur 4. Et sur l'appel à projet de prévention tertiaire, dans l'un des 5 projets retenus, il y a un projet du Clara, un projet retenu sur 4. Voilà.
Donc ça, c'est pour planter le décor. Maintenant, je vais revenir un peu plus en détail sur chacune de nos actions de financement et en essayant de vous faire ressortir les points importants lorsque vous souhaitez soumettre ce qui ne transparaît pas forcément à la lecture des notices. On va essayer de vous faire partager les choses importantes lorsque vous souhaitez soumettre. Donc sur la structuration des équipes et des projets de recherche, donc voilà, le premier appel à projet, c'est les projets Fondation Art. Donc là, pour rappel, donc c'est à peu près un peu plus d'une centaine de projets chaque année. Donc là, l'idée, c'est d'accompagner équipes, alors soit des jeunes équipes pour les aider à s'individualiser dans leur équipe de recherche, soit des équipes plus expérimentées, et c'est un peu de l'émergence, un peu comme enfin, de Clara, les accompagner sur une thématique émergente dans le laboratoire, et donc avoir un premier financement pour défricher une nouvelle thématique. Donc c'est tous les domaines. Ces projets sont expertisés par l'une des 5 commissions nationales dont je vous ai parlé précédemment. C'est des financements de 25 000 euros euh, pour 1 ou 2 ans. La plupart sont des financements de 2 ans, donc c'est une enveloppe de 50 000 euros qui permet de couvrir des frais de fonctionnement du petit équipement, des frais de mission. Par contre, il n'y a pas de frais de personnel qui sont possibles dans le cadre de ces aides. Donc il y a 3 catégories, comme je le dis. Donc, les 2 premières catégories, c'est plutôt cette idée d'accompagner des jeunes chercheurs. Donc jeunes chercheurs 1 à 7 ans après la thèse, 8 à 15 ans après la thèse. Là, on demande à ce que le porteur ait un investissement assez conséquent dans le projet et qu'il passe 50% de son temps de recherche sur ce projet-là. Et pour des projets émergents, donc là, c'est des chercheurs plus expérimentés qui sont 15 ans après la thèse. Là, ils doivent faire la démonstration que c'est une thématique émergente dans leur laboratoire et ils peuvent avoir un investissement plus faible. On demande que le porteur de projet soit investi au moins à 25% de son temps de recherche. Donc ces projets peuvent être portés par des chercheurs titulaires et évidemment aussi éventuellement par des étudiants, par des personnes en postdoctorat. Par contre, on va demander à ce que le porteur justifie d'avoir un financement sur la totalité du projet euh, pour pouvoir mener le projet jusqu'à son terme. Euh, voilà à peu près les éléments importants sur les projets. Donc, je vous le disais, à peu près une centaine de projets et un taux de satisfaction autour de 1 à 4, 1 à 3. Ouais. Ouais, au moment, tout à fait. Alors après, si vous avez des éléments, on est toujours attendre de modifier le dossier jusqu'à l'expertise par les commissions nationales. On demande des informations au moment du dépôt. Donc, pour donner quelques chiffres sur le CLARA, donc l'année dernière, en 2016, il y a 13 projets qui ont été retenus sur les 110 projets retenus dans l'année. Donc sur les programmes labellisés, maintenant, les programmes labellisés, là, c'est des financements beaucoup plus importants. Donc là, c'est des projets plus ambitieux, donc là, qui sont plus mûrs, entre guillemets, qui s'appuient déjà sur des résultats qui sont solidement argumentés. Donc c'est pas des projets en émergence. Là aussi, c'est sur toutes les thématiques, donc expertisées par l'une des 5 commissions nationales. Le financement peut aller jusqu'à 150 000 euros, des projets de 3 ans, donc jusqu'à 450 000 euros. Ça peut couvrir des frais de fonctionnement, du petit équipement, de l'équipement, non pas que du petit équipement, on peut aller jusqu'à des montants un peu plus élevés, des frais de mission et du personnel technique. Donc on peut employer des ingénieurs, ingénieurs d'études, ingénieurs de recherche sur ce financement. La spécificité par rapport au projet aussi, c'est que ça peut être des programmes en consortium qui peuvent impliquer jusqu'à 5 équipes. Donc on demande que l'équipe du porteur, le porteur soit impliqué au moins à 30% et qu'il y ait au moins 2 personnes dans l'équipe du porteur de projet qui soient impliquées à 100%. Ça peut être éventuellement un ingénieur qui est financé par le programme de l'idée. Et ensuite, dans les équipes partenaires, on demande qu'il y ait au moins un des acteurs qui soit impliqué à 50% de son temps de recherche. Donc l'idée, c'est vraiment que ce soit des programmes structurants pour les laboratoires. Des consortiums, petite précision, si vous obtenez un programme labellisé et dans le cadre d'un consortium, l'ensemble des fonds sont reversés à l'équipe porteur de projet et ensuite charge à l'équipe porteur de projet de reverser la ventilation de son financement aux autres équipes du consortium. Donc là aussi, par rapport au projet Fondation Arc, l'expertise est un peu différente, elle se passe en 2 étapes. Donc d'abord, il y a une expertise sur une lettre d'intention qui est évaluée par le conseil scientifique en début d'année. Et ensuite, à l'issue de ce conseil scientifique, à peu près un tiers des projets sont retenus, peuvent passer en deuxième étape, déposer un dossier complet qui là est expertisé par les commissions nationales, puis par le conseil scientifique. Euh, ouais.
il en reste à peu près encore un tiers. L'année dernière, on était un peu au-dessus, on a retenu 12% à peu près. On essaie d'être autour de, enfin, pas en dessous de 10%. Donc, voilà, pour regarder quelques échelles, ça nous reste, on regarde un tiers à la première étape et ensuite de nouveau un tiers à la deuxième. Un peu plus. Par contre, c'est à peu près un tiers à la première étape. À la deuxième étape, il y a peut-être un peu moins de restrictions. Donc voilà. Donc là, en 2016, il y avait 4 programmes qui ont été soutenus au sein du CLARA pour cet appel à projet. Donc ça peut être des financements assez conséquents, en moyenne autour de 400 000 euros pour 3 ans. Euh, et donc là, ouais, allez-y. Quelle est la place dans ces financements pour des choses qui relèvent plutôt des technos pour la santé? Alors on a les 2 dernières commissions sont plutôt sur ces thématiques-là, donc oui, ça peut être on peut soutenir des programmes plutôt sur la technologie. Vous pouvez, mais est-ce que vous le faites Oui, oui, alors, j'ai pas en mémoire les projets qu'on a retenus l'année dernière, mais oui, ça arrivait qu'on ait des projets plus technologiques. Ouais. Il y a à la fois de la recherche enfin, fonda et jusqu'à de la clinique. Donc justement, pour aller plus vers la clinique, donc depuis cette année, on a fait évoluer notre appel à projet en créant un volet spécifiquement dédié à la recherche clinique. Donc il reste toujours l'appel à projet programme labellisé, donc toute thématique, mais principalement autour des projets de recherche fondamentale, et un volet sur la recherche clinique. Donc là, l'idée, c'est de soutenir soit des essais cliniques, donc en termes de prévention, diagnostic, thérapeutique, pronostic, ou des études ancillaires qui sont rattachées à des études cliniques financées par ailleurs, ou éventuellement financées par un précédent soutien de la Fondation. Donc là, c'est le même cas, le même financement, jusqu'à 150 000 euros par an pendant 3 ans, possibilité de financer du fonctionnement, de l'équipement, des personnels techniques. La, la petite différence, c'est sur l'implication des porteurs de projet. Donc là aussi, on demande que dans l'équipe du porteur, le porteur soit impliqué à 30%. Et par contre, sur le programme labellisé précédemment, on demandait qu'il y ait 2 acteurs à 100%. Dans les équipes associées, un acteur à 50%. Là, on demande que dans chaque équipe, il y ait au moins un acteur qui consacre l'essentiel de son activité. Donc c'est plus de 50%. Donc on est un peu moins restrictif sur le temps passé par les personnels dans chaque équipe pour ces programmes de recherche clinique, parce qu'on sait que la recherche clinique, c'est des personnes hospitalières universitaires, ils partagent leur temps entre leur pratique et leur temps de recherche, et donc on a voulu être un peu moins restrictif sur ces projets. Là aussi, donc pareil, une expertise en 2 étapes sur une lettre d'intention, puis un dossier complet après sélection par le conseil scientifique des lettres d'intention. Et donc là, dans ce cadre-là, parmi les 4 premiers programmes qui ont été retenus dans l'appel à projet, un programme labellisé recherche clinique, il y a un programme qui se déroule dans le cancéropole Clara, donc dans l'équipe de Christophe Co au centre Léon Bérard. Et donc là, c'est une étude ancillaire sur un essai clinique d'immunothérapie, où ils vont étudier un certain nombre d'échantillons pour identifier un profil prédictif de la réponse aux immunothérapies. Voilà, donc ça c'est les 2 principaux appels à projets destinés aux équipes, donc Ensuite, on a un appel à projet assez particulier, mais qui existe depuis quelques années maintenant au sein de la Fondation, qui s'appelle Leader de demain en oncologie. Donc là, l'idée, c'est d'aider à l'installation en France d'un chercheur de haut niveau pour créer une équipe de façon pérenne en France. Et donc, cet appel à projet, ils peuvent y répondre à la fois un chercheur qui souhaite venir s'installer en France et un institut avec qui il crée un partenariat. Donc l'Institut doit consacrer des moyens suffisants à ce que ce projet puisse pérenniser en France. Voilà. Donc la structure s'engage à affecter des locaux à ce chercheur qui va venir s'installer, à l'intégrer dans son programme d'Institut, donc notamment en facilitant l'accès aux différentes plateformes techniques. Le financement est conséquent, donc c'est un financement qui peut aller jusqu'à 1,5 million d'euros sur 5 ans, qui peut couvrir du fonctionnement, de l'équipement, donc là de l'équipement qui peut aller jusqu'à un montant assez important, parce que l'idée c'est de créer une nouvelle équipe en France, qui permet aussi de recruter, donc là plus largement dans le programme labellisé, ça peut être des ingénieurs, des techniciens, mais aussi des post-doctorants, pas de doctorants par contre, et ça peut aussi permettre d'avoir un complément de salaire pour le chercheur qui s'installe dans son institut, par exemple le temps qu'il passe un concours
INSERM, CNRS, et donc avoir un complément de salaire. Et également des frais de mission. Donc là, c'est un appel à projet assez ambitieux, avec un montant conséquent d'1,5 million d'euros par an. Donc pour l'instant, il a été lancé 3 fois. Donc il a été lancé 3 fois. On a permis déjà l'installation de deux équipes dans le sud de la France. Donc Andreas Constantini qui s'est installé à Montpellier et Dimitri Bilaline qui s'est installé à l'IRC Recherche sur le cancer et le vieillissement de Nice. Donc les deux sur des projets de recherche fondamentale. Et donc là, on vient de sélectionner le lauréat pour l'année 2017, mais on attend encore le vote définitif de notre conseil d'administration, donc pour l'instant, je ne peux pas vous dire où il s'installe. Mais en tout cas, on va relancer cette année de nouveau un appel à projet dans ce cadre-là. L'appel à projet sera lancé à peu près au mois de septembre, avec un temps de soumission assez long qui courra à peu près jusqu'au mois de février-mars. Donc si d'ores et déjà vous avez des idées de chercheurs que vous souhaiteriez faire venir dans votre institut à Grenoble, voilà, vous pouvez commencer déjà à réfléchir à ce dispositif-là qui permet de manière assez conséquente de permettre l'installation d'une nouvelle équipe dans un institut en France. À chaque appel, vous me sélectionnez quelqu'un. Normalement, oui. Après, si vraiment alors, soit on en a deux et on baisse la dotation, mais l'idée c'est quand même d'avoir un financement assez important. Après, si vraiment on a deux candidats excellents, on peut toujours essayer de retourner auprès de notre conseil d'administration pour avoir une rallonge. Mais pour l'instant, on n'en a financé qu'un à chaque édition. J'ai une question. Ouais. En termes de critères de pas que c'est critères de sélection. Est-ce qu'il faut avoir au moins un je pense que là, c'est pas vraiment transparent pour nous et des fois, on passe du temps à moi, je me dis, dans tous les appels que vous avez là, dans les 500 sur les tous les porteurs ont un avenir assez je pense que ça permet de cadrer. Si c'est ça le niveau, ça permet de savoir. Alors, sur cet appel à projet, c'est vrai qu'on attend des chercheurs qui sont jeunes, mais quand même qui déjà avec un bon dossier. Et là, je parlais tout le projet. Donc, alors, pas pour tout. Celui-là, oui, c'est vrai qu'on attend quand même des jeunes chercheurs qui arrivent avec déjà un dossier assez conséquent. Les programmes labellisés, c'est pareil, c'est quand même un appel à projet assez sélectif. Et donc, c'est quand même des équipes déjà assez installées. C'est pas des jeunes équipes. Voilà. Soit c'est des équipes installées, et des équipes installées dans la thématique de la cancérologie. Après, les projets Fondation Arc, c'est quand même, l'idée là, c'est plutôt de soutenir des jeunes chercheurs ou des thématiques émergentes. Donc, ça peut être aussi des instituts qui ne travaillaient pas forcément sur la cancérologie, qui souhaitent amener sur cette thématique-là. Et donc là, le niveau de dossier est quand même plus accessible. On a un taux de sélection qui est assez sélectif, autour de 25%, mais avec un nombre de dossiers quand même qui est beaucoup plus large sur 110 équipes. Donc il y a des profils d'équipes beaucoup plus variés dans l'appel à projet Fondation Arc. C'est nous typiquement sur Grenoble, par exemple, on n'a pas du tout comme au centre Alors, on est un petit peu moins bien placé. Notre chance est plutôt du côté mental, mais on n'est pas forcément assez non, on a déjà, dans des programmes labellisés, en 2016, il y avait une équipe de Grenoble qui a eu un programme labellisé, par exemple, à l'Institut Albert-Bonneau, l'équipe de Jean-Luc Coll. Et on a déjà, des projets, oui, il y a des projets, il y en a plusieurs à Grenoble, je pense. Les programmes labellisés, il y en a eu, alors pas forcément tous les ans, parce que de toute façon, on en a un nombre restreint, à peu près une dizaine. Donc, donc sur les projets, non, c'est beaucoup plus ouvert pour postuler. Après, honnêtement, sur les programmes, c'est quand même très sélectif. Donc c'est vrai que si c'est une jeune équipe ou une équipe qui commence dans la thématique de la cancérologie, il y aura peu de chances qu'elle soit sélectionnée. Ouais, il vaut mieux attendre. Et éventuellement, voilà, avoir un projet, puis ensuite avoir un programme. Les programmes labellisés, c'est quand même pour des équipes assez installées déjà dans la thématique.
Donc là, on peut passer au cas type à venir. Donc ça, c'est un appel à projet qui est fait avec l'INSERM et le CNRS. Donc là, c'est un peu la même idée que l'heure de demain, avec des montants un peu faibles. Donc c'est permettre l'installation d'un jeune chercheur, développer sa propre thématique. Donc c'est beaucoup plus large que la cancérologie, c'est toutes les thématiques de la science de la vie et de la santé. La Fondation ARC donc, vient chaque année accompagner un chercheur qui a été sélectionné dans le cadre de cet appel à projet et dont la thématique est en cancérologie. Donc là, c'est des financements de 3 ans. Il peut y avoir un prolongement pour 2 ans. C'est une dotation de 60 000 euros pour l'équipe et un CDD et accompagné d'un CDD de 2 ans pour recruter un postdoc dans l'équipe qu'on installe. Donc là aussi avec une expertise en deux étapes, présélection sur le dossier, puis une audition. Donc là, la Fondation ARC en soutient en général un chaque année. De mémoire, je crois qu'il y a à peu près 4 ou 5 lauréats chaque année qui sont dans le domaine de la cancérologie. Donc la Fondation en soutient un. Donc le dernier, Mathieu Guébu au CRCL. Donc ça, c'est un appel à projet qui est géré par l'INSERM, où on intervient sur la fin pour accompagner un chercheur. Donc sur les aides individuelles, donc là, non, c'est moins du financement, enfin c'est toujours du financement sur projet, mais là c'est pas du financement de fonctionnement ou de mission, c'est pour payer le salaire des jeunes chercheurs. Donc là, l'idée c'est de soutenir les jeunes chercheurs dans leur cursus, du master jusqu'à la thèse. Donc là, c'est une offre qui a un petit peu évolué cette année. Donc on continue de faire des fins de thèse, c'est-à-dire des post-doctorats, et on a souhaité donner plus de visibilité à notre soutien auprès des médecins et des pharmaciens pour toujours accompagner la recherche translationnelle et clinique en regroupant certains dispositifs qui sont spécifiques aux carrières, aux profils médicaux. Qui sont les soutiens au master, donc qui sont ouverts qu'aux médecins, les soutiens à la thèse dès la première année, et un prix de mobilité à l'étranger, comme le prix de mobilité internationale. Voilà. Donc commencer par les dispositifs qui sont ouverts à tout le monde, donc les fins de thèse. Donc là, l'idée, c'est de permettre à un doctorant de finaliser sa thèse, donc faire les dernières manips, rédiger le manuscrit sur la 4e année. Donc ça peut être un soutien de 6 ou 12 mois. Le financement, c'est le financement de la bourse ministérielle. Il faut être inscrit dans une université française. Le laboratoire peut par contre être situé à l'étranger, si c'est une thèse en co-tutelle par exemple. Il faut avoir une inscription dans une université française. Et donc c'est un appel à projet qui est lancé au printemps avec une prise d'effet entre le 1er octobre et le 1er mars, donc au début de l'année, parfois au début de l'année universitaire, pour couvrir la fin de thèse. Voilà, 6 ou 12 mois. Et l'année dernière, donc, on a financé 11 fins de thèse au Clara. En total, on en finance à peu près un peu moins d'une centaine. Voilà. Ouais. J'ai encore une question. En termes de c'est vrai qu'au niveau des labos et des écoles doctorales et des expériences, sachant qu'un doc, c'est moins cher. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Dans les budgets ALR, donc voilà, c'est vrai que... Alors, en nombre, on finance beaucoup plus de fins de thèse que de post-doc. Mais comme vous disiez, c'est vrai que ça coûte beaucoup moins cher. On en finance à peu près moins d'une centaine. L'année dernière, on en a financé. Je pense que c'est un choix. 70. Par contre, d'en financer plus. Oui, après, c'est des équilibres. On a une enveloppe. Parce que la Ligue, ouais. Alors, il y a des associations. Ouais. Nous, on finance que des, en effet, on finance que des 4 années pour tous les profils. Voilà. Pour les profils médicaux, j'y reviendrai après, on peut financer dès le début de la thèse. Par exemple, pour les profils scientifiques, c'est vrai qu'on vient que en 4 années. Donc, en nombre, on en finance beaucoup, enfin, plus que les postdocs. Par contre, avec les postdocs, c'est des financements de 2 ou 3 ans avec des salaires qui sont supérieurs. Donc, en montant, ça représente un peu plus que les 5 points. Et ça reste quand même des enveloppes assez conséquentes au niveau de l'ensemble du soutien à la recherche. Je sais pas si vous vous rappelez, je crois qu'on montrait tout à l'heure, le petit camembert tout à l'heure, les fins de thèse, ça représente quand même une enveloppe assez importante des financements. Moins qu'en... Ouais.
Ouais, quoi que c'est toujours, enfin, si je raisonne d'un point de vue, c'est toujours plus intéressant de venir financer les 6 derniers mois, parce que c'est là où il y a des papiers, et qui m'occupent de l'évaluation. Donc non, pas forcément, mais oui, c'est vrai que ça a eu tendance un petit peu à diminuer ces dernières années. Côté labo, nous, on a plus de difficultés. Ouais. Ouais. Voilà, on est ça. Définitif. C'est vrai que ça a baissé ces dernières années, pourquoi moi je trouve qu'on va se Je crois que plus, là, quoi. on n'a jamais fait de financement. De doc, pas depuis que j'y suis, je pense. Enfin, ou alors de manière assez. Non, de toute façon, non, c'était toujours restreint aux profils médicaux. Ouais. Donc sur les voilà, peut-être sur les post-doctorats. Donc il y a deux catégories pour les post-doctorats. Il y a le premier post-doctorat, donc juste après la thèse. Donc là, donc c'est un laboratoire en France. On demande une mobilité géographique, donc ça peut être quelqu'un qui a fait sa thèse en France ou à l'étranger, mais qui vient sa thèse en France. En tout cas, on demande une mobilité, donc on peut pas faire son postdoc là où on a fait sa thèse. Le dépôt de candidature doit être fait au plus tard 12 mois après l'arrivée dans le laboratoire et au plus tard 24 mois après la date de soutenance. Donc, ouais, c'est un petit délai. Alors là, on parle de publication, il faut avoir au moins une publication de premier auteur. Pas forcément dans Nature Médecine, mais au moins une publication de premier auteur. C'est un financement de 36 mois. Donc si il y a des postdocs de profils médicaux, ce qui est quand même moins fréquent, là ça peut être des postdocs de plus faible durée, de 1, 2 ou 3 ans. Et le financement moyen est autour de 2700 € brut, donc pour 3 ans. Donc ça c'est le premier postdoctorat. Donc l'année dernière on a soutenu deux postdocs dans la région. Sur ce format-là. Et donc pour le deuxième postdoctorat, donc là aussi c'est toujours en finance. Un postdoc qui s'installe dans une équipe en France, qui vient de l'étranger. Là, on demande forcément que le premier postdoc n'ait pas été déjà fait en France. Que le premier postdoc ait duré au moins 24 mois. Et alors là, par contre, il y a eu une petite modification par rapport aux années précédentes. On a limité l'ancienneté, entre guillemets, des postdocs. Qu'avant, il n'y avait pas de limite. Et là, on demande à ce que le dépôt de candidature soit fait au plus tard 6 ans après la soutenance de thèse. Voilà. En effet, précédemment, on pouvait soutenir des postdocs qui avaient 7, 8, 9, 10 ans après leur thèse. Donc voilà, au plus tard 6 ans après la soutenance et au plus tard 12 mois après l'arrivée dans le laboratoire. Là aussi une publication. Et là, par contre, la durée du second postdoc est plus faible, c'est 24 mois. Alors que le premier postdoc, c'est 36 mois. Et la rémunération est un peu plus élevée, autour de 3200 €, parce que l'ancienneté est un peu plus élevée. Donc là, sur ces second postdoc, il y a aussi 2 postdoctorants qui ont été soutenus dans la région. On va à Voilà, donc, je vous en parlais tout à l'heure, donc depuis 2017, on a reformaté notre offre à destination. Ouais. 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 Ah oui, il est remboursé à la fondation. Oui, parce que le dossier, enfin, c'est sur le candidat. Dans l'expertise, il y a à la fois il y a le projet de recherche et il y a aussi le profil du candidat. Donc, il est remboursé à la fondation pour pouvoir financer un autre postdoc éventuellement l'année suivante. Ouais. Oui, en effet, ça arrive assez souvent enfin, oui, il y a des postdocs, notamment des deuxièmes postdocs qui interrompent leur postdoctorat avant la fin. En tout cas, on souhaite qu'il y ait la plupart, ça n'arrive pas jusqu'au bout pour qu'ils puissent être recrutés à une fin de thèse. Donc, je disais, oui, donc on a reformaté notre offre à destination des profils médicaux, donc à la fois les internes, les anciens internes en médecine et en pharmacie, les étudiants en double cursus, MD, PhD, et aussi les vétérinaires. Donc pour avoir une offre spécifique pour ces profils-là, pour les accompagner vers la recherche. Donc là, il y a 3 dispositifs qui s'offrent à ces étudiants au profil médicaux, des masters, des aides doctorales et le prix de mobilité internationale. Donc sur les masters, donc là, ça va être un soutien de 12 mois pour faire un stage de recherche dans le cadre d'un master de recherche dans un laboratoire qui peut là aussi être situé en France ou à l'étranger. Par contre, le master 2, il faut l'inscription soit faite dans une université française. Le financement, il est
calé sur la bourse ministérielle de thèse, et donc une prise d'effet en début d'année, enfin en début d'année universitaire. Donc l'année dernière, il y a eu un étudiant, donc Clara, qui a bénéficié de tout ça. Sur les aides doctorales, donc, ouais. Oui. Bah, faut que son projet, enfin, en tout cas, faut que son projet soit en cancéro. Alors, il faut que on regarde l'environnement aussi dans lequel l'étudiant va faire son projet de recherche, donc, ouais. Le projet, je pense que, en tout cas, ça peut pas être négatif pour le projet. Donc les aides doctorales, donc elles sont ouvertes à toute personne qui a un master de recherche, qui souhaite faire une thèse. Donc le soutien est soit de 24 mois, lorsqu'on demande le soutien dès la première année ou la deuxième année, ou de 12 mois lorsqu'on fait une demande en troisième année. Donc éventuellement, si vous faites la demande en première année, il faudra repostuler en troisième année pour avoir la troisième année de thèse. Et ensuite, en quatrième année, ben là, on bascule sur le dispositif qui est ouvert aux médecins et aux scientifiques. Ouais. Oui, oui, oui. Non, avec un. Non, faut faire un master. Ouais. Faut avoir fait un master. Donc, inscription dans une université française, laboratoire, là aussi, situé en France ou à l'étranger. Là, le financement, par contre, est un peu plus élevé que pour les fins de thèse ouvertes aux scientifiques et aux médecins. Il est de 2400 € à peu près. Et là aussi, une prise d'effet, bon, à peu près en début d'année universitaire, enfin sur le premier semestre de l'année universitaire, entre le 1er octobre et le 1er mars. Donc là, la principale modification qui a été apportée, c'était la possibilité d'avoir un soutien de plusieurs années, enfin dès la première année, et avec une réévaluation du financement, parce qu'il y avait d'autres guichets de financement qui avaient des enveloppes supérieures pour les médecins. Voilà. Donc l'année dernière, il y a un jeune chercheur, un jeune médecin qui a bénéficié de ce soutien pour faire sa thèse de sciences. Et enfin, le prix de mobilité internationale. Donc là aussi, il a été restreint uniquement aux profils médicaux. Jusqu'à présent, il était aussi également ouvert aux profils scientifiques. Par exemple, notamment souvent c'était pour impulser un postdoctorat à l'étranger dans l'attente d'avoir un financement à l'étranger. Donc là, l'idée, c'est ouvert à des personnes qui sont titulaires d'une thèse d'exercice, donc médecine, pharmacie, vétérinaire ou des internes, d'avoir un soutien de 6, 9 ou 12 mois pour partir à l'étranger. Donc, le laboratoire va être situé à l'étranger. Donc avec une indemnité forfaitaire de 15 000 € pour 6 mois, jusqu'à 30 000 € pour 12 mois. Donc là, l'idée, c'est d'aller dans une équipe hospitalière universitaire à l'étranger, apprendre une technique et pouvoir venir la réimporter en France. Donc là, sur cet appel à projet, il y a 2 sessions. Une session au printemps qui permet un début de mobilité sur le premier semestre de l'année universitaire, et une session d'automne qui permet un début de mobilité sur le reste de l'année. Là, je ne l'ai pas dit aussi, l'ensemble des appels à projets jeunes chercheurs, il y a une seule session au printemps, sauf pour la mobilité interne et pour les postdocs. Aussi, les postdocs peuvent commencer tout au long de l'année. Les masters, les doctorants se calent sur l'année universitaire, donc avec une décision de financement au début d'année pour pouvoir mettre en place au début de l'année universitaire. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était la première partie. Donc là c'est juste pour vous redonner un peu le calendrier. Donc les projets Fondation Arc, c'est un appel à projet qui est ouvert en centre, qui a ouvert mi-mai et clos en juillet. C'était bon, juillet, pas 19. Avec une sélection qui aura lieu à l'automne et une notification avant la fin de l'année. Donc les programmes labellisés, par contre, là, c'est des appels à projets qui ont lieu en début d'année, donc ils sont ouverts fin novembre, clôture pour les dossiers d'intention début janvier, une notification à peu près un mois après, ils sont ouverts pour 15 jours et une sélection au printemps, donc vers la mi-mai, pour avoir un début de projet, un début de programme qui se fait avant la fin de l'année. Ensuite, l'heure de demain, donc là je vous l'ai dit, ça rouvrira au mois de septembre pour une clôture à peu près au mois de mars, une décision en juin. On va notifier dans les tout prochains jours avec une mise en place du financement là aussi avant la fin de l'année.
Les aides individuelles, donc 2 sessions. Donc au printemps, c'est l'ensemble des aides individuelles, clos en février pour une décision au mois de mai. Et ensuite à l'automne, donc là c'est pour les prix de mobilité internationale et les post-doctorats. Ils ouvriront dans quelques semaines pour une clôture début mi-septembre et une notification là aussi avant la fin de l'année. Et à titre à venir, donc là c'est un appel à projet qui est géré par l'INSERM, une ouverture en général à l'automne et pour un délai qui est assez long puisqu'il y a une audition entre les deux et une notification qui arrive au cours de l'été. Oui. Sur vos programmes labellisés, le résultat des dates d'intention, c'est le 15 février, et le dossier complet, c'est le 15 février. Ça rouvre. Ah, c'est la oui. réouverture. Ouais, on rouvre. On vous notifie et ça vous laisse 15 jours. Très bien. Oui, c'est assez court, parce qu'on a un peu modifié nos calendriers cette année pour avancer l'ensemble des appels à projets pour pouvoir les mettre en place plus tôt dans l'année. Donc c'est vrai qu'on a dû contraindre un petit peu les délais de soumission. Donc voilà le calendrier pour l'ensemble des appels à projets non thématiques. Donc là, c'est des appels à projets récurrents qui sont ouverts chaque année, qui sont ouverts à l'ensemble des thématiques, que ce soit de la recherche fondamentale jusqu'à de la recherche clinique, et qui vont venir financer des instituts partout en France, des instituts vraiment spécialisés en cancérologie, ou aussi des instituts dans le domaine des sciences de la vie et de la santé qui souhaitent s'impliquer de plus en plus sur des thématiques de cancérologie. Donc le deuxième gros bloc d'activité, c'est la recherche de transfert et d'innovation au bénéfice des patients. Donc là, ça a plutôt passé soit par des partenariats, soit par des appels à projets thématiques où chaque année, on va identifier une thématique d'intérêt qu'on souhaite mettre en avant et donc lancer un appel à projet spécifique sur cette thématique pour mobiliser la communauté de recherche en France sur ce domaine-là. Donc un premier exemple donc, qui date de l'année dernière, donc c'est l'appel à projet cancer. Donc on avait lancé un appel à projet spécifique à la Fondation sur les liens entre les cancers et l'exposition aux polluants de l'air. Donc l'idée c'était d'encourager des approches interventionnelles, d'avoir des projets pluridisciplinaires qui lient l'épidémiologie, la géographie, la santé publique, les SHS, les sciences politiques. Avoir des projets, quand on lance des appels à projets thématiques, souvent c'est des programmes conséquents, donc des durées importantes, parce que des projets qui peuvent aller de 3 à 5 ans, sur des enveloppes aussi importantes, qui peuvent aller jusqu'à 1 million d'euros par projet. Et souvent, ce qu'on fait dans le cadre de ces appels à projets thématiques, c'est on souhaite avoir des consortiums qui impliquent au moins 2 équipes sur 2 thématiques différentes pour favoriser le travail pluridisciplinaire. Donc cet appel à projet, il s'est clos l'année dernière. Et on a soutenu, dans le cadre de cet appel à projet, une équipe de Clara, donc désolé, encore une équipe lyonnaise, du centre Léon Guérin, donc l'équipe de Béatrice Sardos, qui mène un projet sur les liens entre les perturbateurs endocriniens dans l'air ambiant et le risque de cancer du sein. Voilà. Donc l'année dernière aussi, on a mené un appel à projet sur la prévention tertiaire. Donc là, c'est un appel à projet noué avec l'INCA, dans le cadre du plan cancer, donc la FORC est partie prenante du plan cancer et notamment pilote d'une des actions du plan cancer, l'action 8.7 qui vise à favoriser l'observation et la recherche dédiée à la prévention des risques de second cancer. Et donc on a lancé l'année dernière un appel à projet spécifique sur ces questions des seconds cancers ou des récidives, donc dans le domaine de la prévention tertiaire. Donc là aussi, c'était un appel à projet avec des durées assez longues, qui pouvaient aller jusqu'à 48 mois, des financements aussi importants, qui pouvaient aller jusqu'à 1 million d'euros. Et là aussi, voilà, la possibilité d'avoir des projets multi-équipes. Donc on a sélectionné 5 projets qui ont été financés à part égale par l'INCA et la Fondation. Il y a une autre slide derrière avec voilà, le projet qui a été soutenu dans le CLARA, donc là aussi du centre Léon Guérin. L'équipe de Marina Bio qui s'intéresse à l'activité physique chez les patients traités pour un cancer du sein. Donc, comment on peut utiliser des objets connectés pour favoriser la pratique de l'activité physique pendant et après les traitements. Voilà. Ensuite, donc un autre appel à projet là, qui est en cours. Donc c'est l'appel à projet des PAIR. Donc les PAIR, c'est les programmes d'action intégrés de recherche qui sont lancés par la Fondation avec la Ligue contre le cancer.
depuis maintenant presque une petite dizaine d'années. Donc chaque année, une thématique est identifiée par ces trois acteurs et on va lancer un appel à projet spécifique sur cette thématique. Euh, L'idée, c'est d'avoir des projets plutôt de recherche, des approches transversales, donc plutôt de recherche translationnelle. Donc les années précédentes, on a eu des appels à projets voilà, sur le carcinome hépatocellulaire, la prostate, les cancers d'ADN, les cancers gynécologiques, les mélanomes, les cancers du sein, les cancers pédiatriques. Donc là, dont les décisions vont être prises très bientôt. Donc il y a certains, je sais pas si, il y a certaines équipes dans la région qui ont postulé, elles auront leur réponse très prochainement. Et donc là, cette année, il y a un nouvel appel à projet qui vient d'être lancé, qui est le PER sur le pancréas, donc qui peut concerner tous les projets sur le cancer du pancréas. Il y a 4 axes de recherche qui ont été identifiés, tout ce qui tourne autour de l'épidémiologie, donc des facteurs de risque notamment génétiques du développement du cancer du pancréas, un axe assez large sur les biologies du cancer du pancréas, un axe autour des techniques pour le diagnostic précoce et des marqueurs de prédiction de la réponse au traitement. Et enfin, un axe sur l'accès au diagnostic et aux soins dans le cancer du pancréas. Donc là, l'expertise est en 2 étapes, aussi, lettre d'intention, présélection, puis dossier complet. D'ici la fin de pour l'exemple des précédents projets qui avaient été financés dans la région, dans un précédent appel à projet qui est sur le cancer du sein. Ouais. J'ai plus en tête, elles seront après, il y a un calendrier, mais là j'ai plus en tête. Donc ensuite, la Fondation ARC est membre avec l'INCA d'un consortium européen qui s'appelle Transcan, donc c'est un néerlandais, sur la recherche translationnelle en cancérologie. Donc c'est un consortium qui doit regrouper à peu près un peu plus de 25 partenaires dans une vingtaine de pays, donc la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Lituanie. Vous aurez des points en plus si vous avez des projets avec la Slovénie et la Lituanie, parce qu'ils ont des financements de d'équipes qui postulent. Donc voilà, un consortium européen qui identifie là aussi chaque année une thématique pour lancer un appel à projet de recherche translationnelle sur cette thématique. Donc sur les premières années, le consortium s'était concentré sur les thématiques de prévention primaire, secondaire, tertiaire. Ensuite, on a eu un appel à projet sur l'hétérogénéité des tumeurs, l'année dernière sur l'immunologie et l'immunothérapie. Et cette année, l'appel à projet concernait les méthodes peu et non invasives pour la détection précoce et ou la progression des cancers, donc plutôt un appel à projet technologique. Donc là, donc la Fondation ARC et l'INCA viennent apporter le financement des équipes françaises qui postulent. Donc pour postuler à l'appel à projet, il faut monter des consortiums qui regroupent entre 3 et 7 équipes qui impliquent au moins 3 pays du consortium. C'est pour ça que je vous disais que si vous aviez des partenaires de pays peu représentés dans l'appel à projet, souvent c'était considéré comme un plus. Puisqu'en fait, chaque pays finance des projets jusqu'à ce que les organismes partenaires du projet épuisent leur financement. Donc ensuite, on peut avoir jusqu'à 2 équipes dans un même pays. Donc si vous montez un projet, ça peut aussi impliquer une deuxième équipe française. Il faut obligatoirement avoir au moins une équipe de recherche fondamentale et une équipe de recherche clinique hospitalière. C'est des projets de 36 mois. Il n'y a pas de limite de financement. Et donc là aussi, c'est une expertise en 2 étapes avec une présélection sur l'aide d'intention, puis un dossier complet à l'issue de la présélection. Donc voilà, donc là, en fait, l'appel est en cours, mais la présélection des lettres d'intention est en train d'être faite. Donc, il n'est plus possible de rentrer dans l'appel à projet. Par contre, là, on est d'ores et déjà en train de réfléchir au lancement du prochain appel à projet. Et donc, normalement, l'appel à projet devrait concerner les cancers rares, avec notamment les cancers pédiatriques. Voilà, donc l'annonce, le lancement n'a pas été encore fait, mais ça devrait pas tarder. Donc voilà, l'appel à projet sera sur ces thématiques-là. Ouais. Est-ce que c'est mieux si Alors là. Bon, c'est vrai que pour les recherches transfrontalières. Ouais.
c'est vrai que alors, dans l'évaluation, je ne veux pas vous dire de bêtises parce que je ne participe pas à mon comité. Mais c'est vrai que de mémoire, sur les projets que nous qu'on a été amenés à financer, souvent quand c'était des porteurs de projets français, en tout cas, je sais que c'était plutôt des équipes de cliniciens. Non, parce que c'est vrai quand on collabore avec des cliniciens, c'est aussi. Ouais, oui, je comprends. Ouais. Oui. Il y a des exemples en région, il y en a un qui a été 14. Ouais, tu peux passer qui était, c'était d'accord, c'était un peu. Non, bah, c'était avec le cirque. Ah. Donc là, il n'y a pas de clinicien au cirque. Enfin, voilà, ça, du coup, c'est un très bon exemple. Ouais. Moi, je sais que je collabore pas mal avec le centre universitaire. Oui. Oui. Ouais. Alors, ça, franchement, n'hésitez pas à contacter ma collègue qui s'occupe plutôt de cet appel à projet plus spécifiquement qui pourra vous donner ce genre de conseils. Donc voilà, donc dans ce cadre, dans le cadre de cet appel à projet, la Fondation Arc en général soutient 2 ou 3 équipes, donc qui peuvent être impliquées dans 1, 2 ou 3 projets. Et donc là, dernière équipe du CLARA qui a été soutenue, c'est dans le cadre d'un précédent appel à projet sur la prévention. Donc là, c'était un programme qui concernait le risque épigénétique, développer des cancers du sein, donc c'était sur la cohorte EPIC. Sur l'édition 2017, quand tu dis cancer pédiatrique, cancer rare, ouais. Tu as une idée sur quoi ça peut porter? C'est biologique, pas purement thérapeutique ou ça peut être. L'idée, c'est toujours d'avoir. Bon, bah après, il faut qu'il y ait une composante translationnelle. Après, je ne crois pas que ce soit. Après, c'est assez ouvert. Là, on est en train de finaliser la notice qui sera diffusée prochainement. Donc voilà pour le Transcan. Et ensuite, voilà, la dernière chose dont je vais vous parler dans cet axe-là, c'est donc les CLIP, donc qui sont les centres labellisés un cas de phase précoce. Donc la Fondation Arc est partenaire de ces centres. Donc là, l'idée, c'est de favoriser la mise à disposition de molécules innovantes, donc développées par l'industrie pharmaceutique, pour lancer des essais cliniques sur ces molécules auprès de certaines populations qui ne sont pas aujourd'hui concernées par les autorisations de mise sur le marché ou éventuellement parce que c'est encore des molécules qui sont en cours de développement. Donc au sein du CLARA, il y a 3 centres qui font partie des CLIP. Et donc chaque année, alors là, normalement l'INCa devrait relancer un appel à projet prochainement avec de nouvelles molécules, et donc soumet un panel de molécules aux équipes qui sont impliquées dans ces clips, qui ensuite peuvent proposer des protocoles pour évaluer l'efficacité de ces molécules dans telle ou telle pathologie. Et ensuite, donc il y a une sélection faite par l'INCa auquel la Fondation Arc participe, et ensuite sur certains de ces essais, il y a un cofinancement entre l'INCa et la Fondation Arc, donc si le cas de l'essai se déroule aussi au centre Léon Béra, donc on est partie du Cassier. Et là, une combinaison entre une thérapie et une thérapie ciblée pour tester son efficacité sur les cancers digestifs, notamment cancer du pancréas. Voilà. Donc là, encore une fois, c'est un appel à projet qui est géré par l'INCa lorsqu'elle a suffisamment de nouvelles molécules mises à disposition par l'industrie pharmaceutique et ensuite les propose aux équipes hospitalières des cliniques. Juste pour information, il n'y a plus que 2 centres labellisés. Il n'y en a plus que 2. Le Saint-Jean-Pierre n'a pas été relevé. Donc voilà, donc le calendrier. Donc le père, ah oui, c'est pour ça que j'avais pas mis, mais en fait il est clos depuis la fin de semaine. Donc le calendrier sur le contrat, donc avec la sélection qui aura lieu à la rentrée de septembre, et les dossiers complets à l'automne. Et donc sur le Transcan, donc là vous voyez le calendrier, donc il sera à peu près le même pour l'appel à projet dont je vous parlais sur les cancers rares. Donc avec normalement la thématique devrait être annoncée très prochainement, une ouverture en fin d'année avec une clôture en février, puis des dossiers d'intention là qui la sélection il n'y a pas très longtemps, donc voilà, sur un mois, au mois de mai, et une sélection en fin d'année. Et alors là, par contre, la mise en place du financement est un peu longue, parce que comme ça concerne plusieurs organismes financiers, il faut le temps que tout le monde se mette d'accord sur quel financement est attribué, et ensuite le financement peut être mis en place.
Donc voilà sur les actes de recherche, trans et innovation. Donc la dernière partie dont je voulais vous parler rapidement, donc c'est tout ce qui tourne autour de l'animation et de l'évaluation scientifique. Donc ça c'est des thématiques un peu plus récentes pour la Fondation Arc. Donc historiquement en fait, si on regarde une présentation, historiquement la Fondation Arc se préoccupait principalement de ce que je vous ai présenté en premier, donc les appels à projets récurrents, libres de thèmes, avec un financement des équipes et des jeunes chercheurs. Puis ensuite a développé depuis son passage en fondation beaucoup d'actions sur la recherche clinique et la recherche de transfert, donc ce que je viens de vous présenter. Et là, plus récemment, donc on souhaite aussi développer de nouvelles manières de soutenir la recherche, qui ne passent pas forcément par des projets de recherche, mais par des actions plutôt d'animation de la communauté scientifique. Donc, ce que je vais vous présenter. Donc par exemple, un appel à candidature qu'on lance, qui permet de soutenir des manifestations scientifiques, des colloques, des symposiums dans toute la France, donc sur toutes les thématiques qui ont trait à la cancérologie. Donc c'est pas forcément, ça concernera pas forcément des manifestations qui ne concernent que la cancérologie. Ça peut être des manifestations plus larges de sociétés savantes, je sais pas, de sociétés de biologie française par exemple. Et si dans le cadre de son colloque, elle va avoir une ou plusieurs sessions qui sont dédiées à la cancérologie, elle est quand même éligible à cet appel à candidature. Par contre, ce ne sont pas éligibles ce qui est des réunions plus internes, type workshop ou université d'été, que ce soit quand même plus assez ouvert. Donc le montant maximum de soutien, c'est 5 000 euros. Donc l'année dernière, on a soutenu 3 manifestations dans ce cadre-là, le forum du cancéropole, et deux autres congrès spécifiques à des communautés dans la cancérologie. Donc là, on relance, donc chaque année, on a 2 appels à candidature, donc 2 sessions. Donc une première qui vient juste de se clore. Donc on ouvre une session au début de l'année pour les manifestations qui auront lieu au 2e semestre. Et là, donc on va rouvrir le 1er juillet jusqu'à la fin octobre, une nouvelle session pour les manifestations qui auront lieu au 1er semestre de l'année 2018. Voilà. 2 sessions à peu près ouvertes toute l'année. Si vous nous envoyez notre dossier maintenant. Voilà. On organise également, nous aussi, des manifestations scientifiques, donc au-delà des manifestations organisées par d'autres qu'on soutient. Nos principales manifestations qu'on organise, c'est les Journées Jeunes Chercheurs. Donc c'est un colloque annuel qui se déroule à Paris, dont l'objectif, donc c'est à la fois un colloque scientifique, qui est ouvert à tous les jeunes chercheurs en cancérologie. Et c'est aussi une journée de rencontre entre les jeunes chercheurs et les donateurs de la Fondation. Donc là, avec une visée plus de vulgarisation et de communication vers le grand public. Donc comme je le dis, c'est ouvert à tous les chercheurs et jeunes chercheurs, donc pas uniquement les jeunes chercheurs qui sont financés par la Fondation Arc, mais tous les jeunes chercheurs. La première journée, donc c'est un colloque scientifique habituel avec des présentations orales, des présentations de posters, des conférences scientifiques de chercheurs confirmés, qui peuvent être souvent des chercheurs qui ont eu un soutien conséquent de la Fondation Arc, qui viennent présenter leurs travaux. Et la deuxième journée, donc là c'est une journée ouverte au grand public, en présence de donateurs, avec des échanges donc autour des projets des jeunes chercheurs, une conférence grand public et la remise de prix, puisque ces journées aussi c'est l'occasion de remettre des prix aux jeunes chercheurs. On remet 2 catégories de prix. Donc il y a des prix scientifiques, on appelle les prix Hélène Stark, donc avec 3 catégories pour les masters, les doctorants ou les postdoctorants, à la fois des prix pour les communications orales et les présentations de posters. Et il y a aussi un prix un peu plus particulier qui est le prix Kerner de vulgarisation scientifique, où là on va demander aux jeunes chercheurs de présenter sous la forme d'un article de presse, même cette année d'une interview, leur projet de recherche de manière vulgarisée au grand public. Donc là, le premier prix est remis par un jury scientifique composé de membres de nos instances. Et par contre, le deuxième, le prix Kerner, est remis par un prix de journaliste scientifique. Il y a même aussi un autre prix, le prix coup de cœur de donateurs, qui est remis par les donateurs qui échangent avec les jeunes chercheurs et qui vont remettre le prix aux jeunes chercheurs qui a le mieux réussi à expliquer aux donateurs présents le contenu de leur projet. Donc ces journées sont ouvertes à l'ensemble des jeunes chercheurs, par contre ne peuvent postuler au prix que les chercheurs qui ont un financement de la Fondation Arc. Par contre, les chercheurs qui ne sont pas financés par la Fondation Arc ont la possibilité de présenter leurs travaux sous la forme d'un poster, mais par contre ne sont éligibles au prix. Ils présentent un petit peu pour la gloire et pour les autres participants, mais pas pour les jeunes.
Voilà, donc ça c'est le prix. Enfin, il y a un Grenoblois, donc il y a un Grenoblois qui avait gagné, pas l'année dernière, mais l'année précédente, un prix pour la présentation de sa thèse. Donc là, présentation à l'oral, et l'année dernière, donc, il y a aussi une personne qui a eu un prix pour donc la présentation vulgarisée de ses travaux sur le bisphénol A, donc sous la forme d'un article. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé pour vous pouvez déjà noter les dates. Donc les journées jeunes chercheurs auront lieu le 16 et le 17 novembre à Paris. Peut-être qu'un jour on déplacera, pas forcément jusqu'à Grenoble, mais peut-être à Lyon. Donc les inscriptions seront ouvertes très prochainement. Donc inscriptions à la fois au prix, qui vont ouvrir là à la mi-juin jusqu'à septembre. Et ensuite, si vous voulez vous inscrire juste pour participer sans les prix, là, les inscriptions seront ouvertes plus longuement jusqu'à la fin du mois d'octobre. À peu près 15 jours avant la manifestation. Voilà, donc vous aurez très rapidement plus d'informations sur le site internet de la Fondation. Ensuite, un autre prix pour les chercheurs un peu plus confirmés, c'est le prix Fondation Archéologie. Ouais, d'accord, je viens tout de suite. Prix Fondation Archéologie Michel. Donc là, l'idée, c'est de récompenser des chercheurs qui ont abouti à des avancées majeures dans la recherche sur le cancer. Donc c'est un prix international pour des chercheurs français ou à l'étranger, âgés de moins de 65 ans. Pour postuler, donc il faut notamment présenter le parrainage par 2 personnalités scientifiques. On peut soit postuler en son nom propre, soit aussi on peut présenter la candidature de quelqu'un. Il y a deux catégories de prix. Le prix de recherche fondamentale, un prix en recherche translationnelle et clinique. Le prix est accompagné d'un chèque de 150 000 €, dont la majorité va à l'équipe de recherche. C'est pour ça qu'on demande que les chercheurs soient encore en activité. 125 000 € va à l'équipe de recherche et 25 000 € aux chercheurs en son nom propre. On peut aussi postuler éventuellement à plusieurs, jusqu'à 5 personnes. Voilà. Et ensuite, il y a une sélection par un jury international qui est présidé depuis l'année dernière par Gilles Hoffman, prix Nobel de médecine. Et donc, si vous voulez postuler, il reste encore 1 mois. Ou si vous avez des idées de collègues qui vous voyez très bien recevoir le prix. Donc, le prix est ouvert jusqu'à la fin juin. Et donc, voilà, vous pouvez postuler directement par mail à ce prix. Pour le moment, on vient juste de remettre les 2 prix cette année à Richard Marais, donc qui travaille au Cancer Research UK sur les mélanomes, médecine de précision, et Ricardo Della Favera de l'Université Columbia, qui travaille sur la génétique des lymphomes. Voilà. J'avais dit rapidement, donc la direction des soutiens à des réseaux. Donc pour vous donner quelques exemples, donc là il n'y a pas d'appel à candidature, c'est au travers d'actions de soutien, notamment voilà, des acteurs avec lesquels on a commencé à travailler. On a souhaité pérenniser notre partenariat dans lequel on soutient. Donc on travaille avec le réseau NACRE, donc qui est le réseau national alimentation cancer recherche, qui est un réseau d'une quarantaine d'équipes de recherche sur la thématique nutrition cancer. Et donc nous on soutient ce réseau-là autour donc l'accompagner dans la structuration, le développement de ce réseau de recherche. On organise avec eux des colloques. Donc là, cette année, on organisera à Paris, normalement toute fin novembre, normalement 30 novembre, 1er décembre, un colloque sur la thématique de nutrition cancer. Et on collabore avec eux aussi sur notre mission d'information du grand public pour le développement de certains supports d'information sur cette thématique. Un deuxième exemple, c'est l'association Sentinelle. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette association. C'est une plateforme internet qui va recruter des bénévoles pour les mettre en lien avec des équipes de recherche qui ont du mal à recruter des bénévoles des volontaires pour participer à leurs études. Donc aujourd'hui, c'est une plateforme qui regroupe à peu près 16 000 volontaires. Et donc la Fondation Arc accompagne cette association depuis 2013 pour développer Sentinelle, lancer toujours plus d'études. C'est aussi ils ont une mission aussi d'information, ils organisent un certain nombre de rencontres grand public. Et là, on est en train de travailler avec eux à une nouvelle étape. Aujourd'hui, cette plateforme est uniquement sur Internet. Et on travaille avec eux pour développer une application mobile, donc pour pouvoir mener un certain nombre d'études en utilisant